à toutes et à tous dans ce webinaire. J'espère que vous allez bien en ces temps un peu complexes, même si on voit enfin le bout du tunnel, presque. Donc aujourd'hui, on vous propose un format d'événement qui s'appelle Inspiré, qui est un format que vous avez trouvé sur la Make Sense TV ou via nos partenaires Socience et Thomas de la Paillasse. Donc c'est un format où... Pardon. Le jungle. Un format de conférence en live où on va monter en général donc, sur les épaules d'experts, sociologues, entrepreneurs et parler de différentes thématiques inspirationnelles. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet de l'open science et en quoi c'est un levier pour développer des scientifiques, des solutions scientifiques face à la crise du Covid. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter la session d'aujourd'hui. Donc effectivement, je m'appelle Roxane, je travaille chez Socience. Rapidement aussi, Socience, c'est une entreprise sociale dont la mission en fait consiste de rapprocher deux mondes, ceux de la recherche scientifique et celui de l'impact sociétal. Concrètement, ça se traduit, on accompagne les industries, les entreprises, mais aussi les instituts de recherche, les agences de financement de la recherche, pour justement comment faire en fait, pour mettre à profit toute cette compétence, cette expertise scientifique au profit de projets d'innovation et de recherche à impact. On a notamment un programme d'Open Innovation de Futurof sur lequel on aura l'occasion de revenir pendant la session dont l'objectif est justement de faire émerger des collaborations de recherche multi-acteurs, donc ouverts sur la société pour répondre à des enjeux sociétaux. Alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez peut-être déjà fait le lien finalement entre la science et le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19. On a en effet un système de recherche scientifique qui, en France et partout dans le monde d'ailleurs, est actuellement fortement mobilisé pour, mieux comprendre le virus et pour ensuite développer des solutions thérapeutiques. Et ce qui est assez intéressant, on trouve chez Socience que la façon finalement dont est mobilisé le système de recherche est assez révélatrice des enjeux en fait, qui traversent le système de la recherche scientifique en France et encore une fois partout dans le monde. Et donc du coup, on a voulu faire cette série Science versus Covid-19 et on est très content de le faire avec Make Sense pour justement explorer avec les intervenants ces différents enjeux à la lumière en fait, de la crise. Donc la session de cet après-midi, c'est le deuxième épisode de la série Science versus Covid-19. Vous pouvez retrouver le premier épisode qui était autour de tout ce qui était représentation et relations avec les microbes sur notre chaîne YouTube. On vous enverra le lien dans le mail récap si vous voulez écouter aussi le premier épisode et réécouter le deuxième épisode. Alors, pour cette deuxième session, effectivement, on a voulu s'intéresser aux dynamiques open science. Alors, l'open science, très rapidement, c'est un mot, on va dire, parapluie qui regroupe pas mal de pratiques assez différentes, des approches différentes, mais finalement qui ont toutes pour commun cette dimension en fait, d'ouverture, donc l'idée d'ouvrir la recherche scientifique. Donc, on y croise plusieurs pratiques, plusieurs mots. Vous avez l'open access, par exemple, qui concerne l'accès libre aux publications scientifiques, l'open data, qui va être plutôt sur l'accès aux données de recherche. Et par exemple, dans le contexte de la crise actuelle, on a différents jeux de données qui sont mis justement à disposition de tous sur des plateformes en ligne. On a aussi l'open source et on a aussi le versant collaboratif de l'open science, l'aspect sur lequel on va vraiment se concentrer durant la session. Et c'est l'idée en fait de développer une activité de recherche scientifique qui se structure et qui se développe en fait autour d'une collaboration étroite entre plusieurs parties prenantes de la société. Donc pas simplement la recherche publique ni la recherche privée, mais aussi les entrepreneurs sociaux, les citoyens, les associations, etc. Donc pour revenir à la crise du Covid-19, on voit effectivement qu'il n'y a pas simplement les mondes de la recherche privée et publique qui se mobilisent, on a aussi des communautés open science qui apportent leur expertise, leurs méthodes, leurs approches spécifiques pour développer des solutions. Et donc l'idée de la session, dans un premier temps, c'est effectivement de voir comment ces communautés open science et ces approches open science peuvent contribuer à l'effort de recherche pour trouver des solutions face à la crise. Et l'idée est aussi aller plus loin, parce que finalement, ces communautés open science, elles n'ont pas attendu la crise pour se structurer. Et ça va être aussi un peu en fait, la question centrale qu'on a envie de poser
tout au long de la session, c'est pourquoi ces nouvelles pratiques se révèlent en fait intéressantes en général, pas simplement pour régler la crise actuelle, en quoi elles sont intéressantes, pertinentes pour répondre à une multitude d'enjeux sociétaux. Et en fait, se demander aussi si effectivement la situation actuelle, la crise actuelle peut être une opportunité et un moyen de mettre davantage en lumière ces pratiques et de les ancrer plus fortement dans la façon de faire de la recherche à l'avenir. Alors, pour parler de tout ça, je suis très contente de pouvoir échanger avec du coup Thomas Landrin, qui est notre premier intervenant, qui est le cofondateur de Joggle, Just One Giant Lab, et Johan Malinge, qui est responsable des programmes d'Open Innovation The Future of chez Socience. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à la session. Avant qu'on commence l'échange, donc l'idée c'est que la session soit interactive, la plus interactive possible, que vous puissiez aussi poser vos questions aux intervenants. Donc la façon dont ça va se dérouler, on va faire un premier temps, une première demi-heure où on va faire une table ronde avec Johan et Thomas, et ensuite on aura un temps assez long aussi pour que vous puissiez poser vos questions et que les intervenants puissent y répondre. Donc n'hésitez pas en fait au fil de l'eau, au fil de l'échange, directement en fait poser vos questions dans le chat et comme ça on pourra les récupérer pour les poser ensuite à la fin de la session. Du coup on peut commencer. Alors ma première question c'est pour toi Thomas, autour de la plateforme Joggle que vous définissez comme le premier laboratoire de recherche et d'innovation fonctionnant comme une plateforme de mobilisation massive, ouverte et distribuée pour la résolution collaborative de problématiques d'intérêt général. Et vous avez lancé du coup plusieurs challenges, dont le Face Mask Challenge. Est-ce que du coup tu peux nous en dire un petit peu plus effectivement sur ces différents challenges qui ont été lancés sur la plateforme et surtout finalement quel est l'intérêt et les bénéfices à mobiliser ces communautés open science pour répondre à une crise à laquelle la crise qu'on traverse aujourd'hui? Avec plaisir. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Très bien, oui. Super. Et, alors, en effet, donc Joggle, qui est une plateforme, Joggle.io, qui a été lancée par l'association Just One Giant Lab il y a maintenant un peu plus de 8 mois, pour objectif de faciliter la mise en relation de porteurs de projets scientifiques et technologiques d'intérêt général avec des contributeurs bénévoles. L'enjeu ici étant de permettre à des projets qui n'auraient pas pu bénéficier d'un accompagnement classique par des institutions académiques ou par tout simplement ne bénéficiant pas en fait, de la possibilité de bénéficier d'un modèle économique porteur qui pourrait en fait permettre au projet d'être accompagné par une entreprise, de pouvoir en fait tout de même se développer et donc de diversifier les types de problématiques qu'on peut toucher et surtout en fait derrière d'accélérer la mise en place de ces projets, d'autant plus que ceux-ci derrière donnent naissance à des connaissances qui sont elles-mêmes ouvertes et à des outils qui sont open source. Donc on crée du commun. Et alors pourquoi on l'a créé, c'est que tout simplement parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de sujets, énormément de sujets qui ne pouvaient pas être touchés de manière classique, et que en fait, finalement, la recherche a besoin de pouvoir être décloisonnée. Elle a besoin d'être interdisciplinaire, elle a besoin aussi de pouvoir faire appel à des compétences et à des sujets qui ne sont pas forcément dans le milieu académique. Et donc, c'est permettre de partir du terrain immédiatement, de partir en fait de ce qui nous touche le plus directement en tant que citoyen, et donc de permettre à chacun de pouvoir prendre l'initiative. Et tout ça derrière, en fait, en permettant ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne en fait ces différents acteurs, ces différents individus, pour qu'ils puissent utiliser la méthode scientifique. Donc, on a une plateforme qui permet en fait de créer un projet, de créer un profil, de donner en fait de partager ses compétences, mais aussi en fait de trouver facilement en fait des collaborateurs, de pouvoir proposer un projet en peer reviewing. Donc, on passe en revue, on utilise les mêmes codes ici que dans le monde académique, qui permet en fait de garantir en fait qu'un projet est d'une qualité en fait qui est minimale en fait pour être réutilisé par la suite. Sauf que encore une fois, on ne fait pas appel uniquement aux chercheurs. Alors, dans le cadre de la crise du Covid-19,
on ne s'attendait pas du tout en fait, finalement, à ce qu'elle arrive. On avait construit Juggle pour, en effet, permettre une mobilisation massive, comme tu l'as expliqué, Roxane, donc une mobilisation à l'échelle planétaire pour les grands sujets de l'humanité. Et à la base, on s'imaginait plutôt que la prochaine crise sur laquelle on allait pouvoir vraiment en fait, se lancer, c'était la crise climatique. On ne s'attendait pas du tout à une crise sanitaire. Et donc, la plateforme était elle-même très jeune. Elle est encore en bêta d'ailleurs. Si vous êtes dessus, même si elle est stable et elle est utile, on ne s'attendait pas en fait à une mise à l'échelle de cette plateforme et de son utilisation avant au moins plusieurs mois. Donc, arrivé fin février, là où clairement en fait les chiffres parlaient d'eux-mêmes et il était clair que la France allait devoir se prendre en fait la vague de plein fouet, que les institutions allaient être dépassées. À l'époque, ce qui manquait, c'était surtout des tests de diagnostic. Et ces tests de diagnostic coûtaient à la fois cher, il n'y en avait pas assez. Et pour moi, la question, en tant qu'ancien chercheur en biologie et puis aussi en pratiqué le biohacking pendant très longtemps, la question était simple, est-ce qu'on peut fabriquer des tests de diagnostic nous-mêmes? Est-ce qu'on peut mobiliser en fait des gens pour pouvoir fabriquer des tests low cost en open source et qui puissent être fabriqués localement? Donc, j'ai mobilisé une communauté autour de moi qui était ma communauté du DIY Bio et j'ai créé un premier projet sur Juggle. On a commencé à travailler ensemble et en fait, très rapidement, ça fait traîner de poudre et on s'est retrouvé à non plus travailler seulement sur les tests de diagnostic, mais sur finalement tous les sujets qui sont reliés de près ou de loin en fait, au Covid-19 en ce qui concerne en fait, on va dire la maladie en tant que telle, c'est-à-dire la prévention de la maladie, le diagnostic de la maladie et le traitement de la maladie, avec une approche à la fois scientifique mais aussi d'innovation. Donc on n'est pas on va à la fois en fait essayer de mieux comprendre et aussi de mieux répondre en fait à la maladie, à la crise. Et en effet, en l'espace de quelques semaines, on s'est retrouvé à mobiliser plusieurs milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 4000 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme. Et aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de projets liés au Covid-19 qui ont été montés. Et c'est des projets qui sont vraiment de très haute qualité. Moi-même, en fait, je suis très impressionné en fait, par le niveau en fait, qui sont atteints par ces projets, qui sont des projets tous réalisés par des personnes qui ne se connaissaient pas avant, qui se sont rencontrées et à la fin, eh bien, on crée des équipes. On peut voir ça en fait dans l'esprit hackathon, sauf qu'ici, en fait, on ne fait pas ça sur 2 jours, on fait ça sur plusieurs mois. Et donc, ça permet vraiment au projet de naître, parfois en fait aussi d'être mis de côté quand on voit qu'ils ne répondent pas tout à fait en fait au problème, et surtout en fait de se mélanger. Et donc, tu parlais du challenge Face Mask Challenge. On a lancé ce challenge-là parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient sur des masques de protection personnelle. Et il y avait une envie de la part de la communauté maker de pouvoir s'emparer en fait de ce sujet, évidemment, parce que c'était une des manières pour eux de contribuer efficacement en fait à cette crise. Le problème, c'est que la plupart de ces masques, de ces designs, clairement, n'avaient jamais été testés, n'avaient jamais été validés en fait, par une autorité sanitaire. Le problème, c'est que on allait d'un seul coup en fait se retrouver avec une communauté qui dépensait en fait ses propres ressources sur peut-être des choses qui allaient être peut-être inutiles, voire pire, en fait dangereux en fait à l'utilisation, parce que finalement ça allait faire des fausses promesses de protection. Donc on a lancé un grand challenge. L'idée, c'est on va essayer de recueillir un peu tous les modèles de masques existants qui sont open source. Et en l'espace de, en effet, quelques jours, on s'est retrouvé avec, je crois, c'est plus de 70 designs qui venaient un peu partout sur la planète. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la communauté qui s'est retrouvée sur Juggle, c'est plus de 120 pays qui sont représentés. Donc, c'est vraiment planétaire. On est nous-mêmes, en fait, très impressionnés. Et donc, on a fait un partenariat avec la PHP dans le but, justement, de faciliter le test et la validation de dispositifs médicaux ou de matériel de protection. Alors évidemment, c'est simple à dire, mais c'est plus compliqué à mettre en place. C'est-à-dire que derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première sélection. Et derrière, on a fait des propositions à l'AP qui eux-mêmes en fait ont une capacité de test interne. Et aujourd'hui, on a comme ça en fait validé quelques designs par exemple de visières ou on est sur les masques FFP2. C'est en train d'arriver. On ne s'est pas du tout occupé des masques type chirurgicaux
parce que là, il se trouve que la DGA s'en est déjà occupée, a fait déjà beaucoup de tests sur les différents types de tissus et a libéré des résultats. Voilà, donc on a organisé comme ça en fait pas mal de mobilisation de communautés et surtout d'ailleurs en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de réfléchir à comment on peut accompagner chacun des projets pour qu'ils puissent vraiment aller le plus loin possible. Et parce qu'on fait face à des projets qui ne sont pas classiques, qui ne sont pas des projets portés, qui sont nés dans une institution ou dans une start-up, etc. Ce sont des projets qui sont nés spontanément à partir d'individus qui ne se connaissaient pas. Il n'y a pas d'entité vraiment derrière forcément. Pour nous, c'était important de réfléchir à comment on pouvait justement accompagner ces projets-là. Et donc, on a passé un partenariat avec, entre autres, le Fonds AXA pour la recherche pour pouvoir en fait, financer directement ces projets avec ce qu'on appelle des micro-grants, des micro-subventions qui sont à hauteur de 3 000 € et qui permettent justement à tous ces individus de ne pas payer de leur poche tous les consommables et les matériaux dont ils vont avoir besoin pour avancer sur leur projet. Et ça a été une accélération assez considérable. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a, je dirais, facilement une bonne quarantaine, cinquantaine de projets de très haut niveau en fait, qui sont en cours actuellement dans la communauté. Ok, super. C'est vrai qu'effectivement, ces nouvelles façons de faire de la recherche qui ne sont pas classiques, ça pose évidemment des enjeux en termes d'organisation et de soutien, de financement, etc. C'est vrai que tout est un peu le système en fait est adapté pour ces nouveaux acteurs. Et tu mentionnais effectivement finalement la volonté d'avoir créé la plateforme pour d'autres enjeux sociétaux, dont l'enjeu climatique. Et c'est vrai que même si effectivement, on le perçoit peut-être différemment, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont tout aussi urgents, et notamment le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la pollution atmosphérique. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux auxquels répondre. Et du coup, alors, je voulais que Yoann nous parle un petit peu aussi des programmes de Future, parce que c'est aussi une autre façon, finalement, de réunir en fait différents types d'expertise. Et c'est aussi des expertises qui viennent du monde entier. Et voilà, la plateforme Jugal, c'est une façon. Est-ce que, Yoann, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les programmes TFO et sur cette autre façon aussi de faire pour justement réunir différentes expertises, différents acteurs, notamment des acteurs de la société, et aussi en quoi c'est pertinent et efficace pour apporter des solutions aux problèmes. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Très content également d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, Thomas avec le Juggle développe une autre manière, une nouvelle manière de faire de la recherche très intéressante. Et merci Thomas pour l'explication. C'est très inspirant. Nous, chez Socience, effectivement, on a développé une autre manière encore, une troisième manière, qu'on appelle les programmes The Future Of, donc qui sont des programmes d'open innovation. Là aussi, le but du jeu, c'est de réunir plusieurs acteurs différents pour adresser un enjeu, un ou plusieurs enjeux. On se base souvent sur les ODD, mais pas que, les objectifs du développement durable, pardon. Et donc, sur une thématique problématique précise qu'on va venir définir, ça doit être une problématique assez, on va dire, spécifique pour pouvoir réunir les bonnes compétences autour d'un sujet, mais pas trop spécifique non plus pour ne pas se fermer les portes sur l'innovation et les projets qu'on va venir développer. Par exemple, on avait développé un programme The Future of Waste sur les déchets fruits et végétaux avec Diana, donc, qui est une entreprise qui fait des composés chimiques pour les cosmétiques. Ils avaient une problématique sur les déchets issus de leur industrie avec les peaux de banane. Sauf que si on concentrait tout le programme uniquement sur les peaux de banane, on risquait de passer à côté de beaucoup d'innovations. Donc, on a décidé d'ouvrir la problématique aux déchets fruits et végétaux dans l'ensemble pour avoir des impacts sur la santé et la nutrition. Donc ça, c'est vraiment le démarrage d'un programme de Future Of. On définit cette problématique et scientifique et qui adresse des enjeux sociaux et environnementaux. Et sur la base de cette problématique, on fait un appel à projet international qui s'adresse à 5 types d'acteurs. On aura tout le milieu scientifique, on aura le milieu entrepreneuriat social et start-up, on aura le milieu des entreprises et des industries, on aura le milieu aussi associatif, ONG, et finalement ce qu'on appelle booster. Donc là, c'est tout ce qui va être transverse, cabinet de conseil, fonds d'investissement, etc. L'idée, c'est de réunir 30 à 50 personnes, experts travaillant sur la thématique, issus de cet appel à candidature, pendant une journée complète, journée pendant laquelle on a aussi des méthodos et des outils pour justement pousser à la collaboration qui est vraiment nécessaire aujourd'hui pour répondre à ces enjeux d'une complexité
assez grande. Et donc, on va faire émerger de cette journée, de ces échanges entre ces 30 à 50 experts, des projets de collaboration scientifiques qui adressent des enjeux. Un exemple sur le dernier programme qu'on a fait en partenariat avec Perrier, qui était The Future of Positive Packaging, sur la thématique du packaging et de toutes les répercussions que ça a sur la planète. On a eu une rencontre qui a eu lieu le 12 décembre. On a eu 15 projets qui ont émergé de ces échanges. Et en ce moment même, on est en train, avec Make Sense d'ailleurs, d'accompagner 3 de ces projets. Et ces 3 projets-là sont des collaborations, par exemple, entre une entrepreneur sociale au Kenya et la R&D de Perrier, où l'idée, là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut développer un nouveau bioplastique biosourcé et recyclable à partir de bagasse ou de noix de coco. Donc là, on a un projet vraiment de recherche exploratoire. On a un deuxième projet qui est une collaboration entre une start-up parisienne et l'innovation de Perrier. Donc là, c'est vraiment… on a une start-up qui a une solution sur marché. Ce sont des fûts flexibles à la base destinés aux brasseurs artisanaux. Et là, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réinventer le delivery model de Perrier, puisqu'on remplirait directement les fûts de la boisson et qu'on dispatcherait directement dans les bars et les restaurants. Donc, ça devient très intéressant. Et le dernier modèle de collaboration sciences-société qu'on a, c'est un consortium d'entrepreneurs sociaux qui regarde comment est-ce qu'on pourrait développer un kit de micro-usines, en fait, permettant de transformer le plastique en matériaux à plus haute valeur ajoutée, comme du textile ou des matériaux de construction, et d'avoir ce kit clé en main qu'on pourrait distribuer en open source et pour pouvoir implémenter ces micro-usines un petit peu partout dans le monde. Donc encore, voilà, avec ces programmes de FutureOff, une nouvelle manière de faire de la recherche, je dirais, avec une valorisation sociale et environnementale forte et en favorisant, bien évidemment, la collaboration multi-acteurs. Top. Et du coup, moi, la question que je me pose et du coup que j'ai envie de poser à tous les deux, c'est, on voit effectivement qu'il y a des nouvelles façons de faire de la recherche, des nouvelles pratiques qui sont somme toute assez récentes. Voilà, Thomas, tu l'as dit, la plateforme est encore en bêta, TFO c'est pareil, ça a 3-4 ans d'expérience. Donc, c'est des choses assez récentes et c'est pas forcément évident je dirais, de réussir à en faire la norme en fait dans le système de recherche actuel, à passer du système tel qu'il est actuellement à un système plutôt tourné vers l'open science. Et du coup, pour revenir un peu à la crise du Covid-19, est-ce qu'on peut s'interroger, se demander si ce type de pratique était bien plus développé, bien plus accepté, bien plus ancré dans le système de recherche actuel? Est-ce qu'on aurait pu peut-être anticiper davantage la crise à venir? Est-ce qu'on aurait pu la régler plus rapidement? Et je pose cette question dans l'idée que pour les crises à venir, est-ce que c'est pas l'opportunité aussi comme un avertissement et de se dire qu'il va vraiment falloir développer ce type de pratique pour du coup, anticiper les crises à venir? C'est une question importante, en effet. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin d'efforts à l'échelle planétaire qui soient véritablement ouverts, c'est-à-dire que ce qui sort de ces efforts soit partageable, sans limite, donc qu'on fasse de l'open source véritable. Je crois que on fait peut-être un… J'ai souvent été très critique envers les institutions académiques, mais je crois que parfois on leur fait des faux procès. Je pense qu'on met trop d'espoir, justement, et je pense qu'un peu comme les grosses industries doivent travailler avec des startups, je pense que les milieux académiques doivent travailler aussi avec d'autres types d'entités qui sont beaucoup plus agiles, qui ne sont pas forcément des laboratoires académiques. Je pense que ça fait maintenant des dizaines d'années que les chercheurs eux-mêmes essaient de faire bouger leur institution. C'est compliqué. Et je pense qu'il faut juste en fait proposer de nouveaux médiums. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Juggle, justement. Permettre justement d'avoir une troisième voie qui puisse être vraiment agile, collaborative, participative et ouverte. Là où c'est très difficile de le faire dans un cadre académique ou dans un cadre corporate. Et je pense qu'il ne faut pas forcer en fait les traits. Je pense qu'il faut juste en effet commencer à créer une nouvelle culture et regarder où est-ce que c'est possible. Et il faut trouver des nouvelles zones de rencontre. C'est ce qu'ont permis souvent les tiers-lieux. Les tiers-lieux sont apparus, ils sont restés parce qu'ils sont importants en fait dans l'écosystème général. On a besoin de ce type de lieu en fait pour pouvoir permettre à des acteurs justement très différents de se rencontrer. Quelque part,
enfin, j'avais commencé avec la paillasse à l'époque justement pour imaginer qu'est-ce que c'était un tiers-lieu de la science. Juggle finalement est un tiers-lieu en fait distribué, si je peux dire. On s'imagine en fait, l'idée c'est à quoi pourrait ressembler un institut de recherche où n'importe qui peut en être membre. Donc réfléchir à quels sont en fait finalement les services. On va dans une université, vous travaillez dans une université, vous êtes accompagné par votre université. On vous donne un espace, on vous donne des moyens, il y a des services de comptabilité et autres. Et voilà. Il n'y a pas que des chercheurs. D'ailleurs, en fait, il y a souvent plus de personnel administratif et autres que de chercheurs eux-mêmes. C'est une autre critique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si on veut permettre en fait, à ces nouveaux efforts collaboratifs de naître et d'être durables dans le temps, il faut en fait inventer ces nouveaux services. Il faut en fait créer ces nouveaux équilibres. Et on commence à le voir arriver au sein du monde de la recherche avec comment on appelle ça, des coopératives, par exemple, de chercheurs qui sont en freelance. Donc, parce que les chercheurs peuvent pas, enfin, des personnes qui ont un parcours de chercheur ne peuvent pas tous rester dans le monde académique parce qu'il n'y a pas assez de postes. Hein. Et pourtant, ces personnes ont envie de pouvoir contribuer en fait à la recherche. Ils peuvent en fait obtenir d'autres types de statuts sous la forme de freelance. Et la Coopétique, par exemple, Coopétique Research qui fait ça à Paris. Et donc, on a comme ça ces nouveaux modèles qui sont en train d'apparaître. Et moi j'ai un peu tourné la page. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est plus en fait d'essayer de transformer en fait à tout prix, de dire que le monde académique peut devenir en fait ce à quoi on croit. Donc, je pense qu'il faut juste en effet se consacrer à créer ces nouvelles interfaces qui sont extérieures et qui vont permettre non pas seulement aux seuls chercheurs de pouvoir faire la science ouverte, parce qu'on aura transformé uniquement en fait le monde académique, mais que surtout on va devoir permettre à tous les citoyens qui voudraient participer de pouvoir prendre part en fait à l'effort. Et ça c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les chiffres, on peut considérer qu'il y a à peu près une personne sur 1000 en fait qui contribue à la création de la connaissance véritablement ouverte, c'est-à-dire qui sont publiés, c'est la connaissance qui est publiée dans les journaux à comité de lecture, donc revue par les pairs, et donc disponible derrière, si c'est encore en open access. C'est très faible quand on regarde le nombre de personnes qui ont par exemple eu accès à une forme d'éducation supérieure, une personne sur 10 minimum. Donc il y a un gap énorme qu'on peut retrouver. C'est juste qu'aujourd'hui, les institutions actuelles ne sont pas capables de proposer en fait une place en fait à des nouveaux types de contributeurs. Les communautés, on le voit, elles sont capables de s'organiser, elles le font très bien en fait en ligne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Juggle est uniquement une plateforme en ligne et on n'a pas créé un lieu physique pour ça. Et donc l'enjeu c'est comment on connecte en fait ces gens, comment on donne une place à chacun et comment on accompagne en fait à l'échelle du groupe et à l'échelle individuelle. Mais c'est une nouvelle pratique à développer. C'est pour ça qu'on est encore en mode bêta et même si tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est né d'une réflexion qui est beaucoup plus long terme, mais il y a tellement de choses à créer, de nouvelles choses à créer pour pouvoir permettre ce type d'action collective et leur permettre d'avoir un véritable impact, parce que trop souvent on a vu des initiatives naître mais mourir parce que l'énergie humaine ne suffit pas. L'énergie en fait des gens entre eux c'est formidable, mais ça va tenir en fait quelques mois et à la fin ça va s'épuiser, ça ne suffit pas. Pour ça et donc il y a un enjeu, comment on permet vraiment d'avoir un impact, un véritable impact, c'est qu'à la fin il y a une vraie connaissance qui est validée, où il y a une vraie solution qui est développée. Et si possible derrière en fait que ça permette à d'autres aux projets qui par exemple qui serait sur Juggle d'aller en fait sur d'autres types d'actions qui peut être soit la création d'une entreprise, soit en fait ça peut être repris par une autre organisation ou même un laboratoire de recherche. On peut voir en fait aussi la question de comment on dérisque en fait la R&D. Aujourd'hui, il y a beaucoup par exemple, si on prend les sujets des maladies rares ou certains mêmes sujets en fait autour du changement climatique, il y a des problèmes qui ne sont pas attaqués par les industries parce que c'est trop risqué. Ça demanderait en fait beaucoup trop de R&D, trop long terme. Ça serait pas, l'argent en fait de la R&D n'est pas mis dessus. Si on est en mesure, alors que c'est important, si on est en mesure en fait de mettre des gens ensemble, un cas bénévole, parce que c'est d'intérêt général, qu'à la fin ce qui est produit est ouvert, donc récupérable, eh bien on est en mesure en fait de dérisquer justement la R&D, comme ce qu'on voit dans le milieu du software, où créer en fait un nouveau software, une nouvelle application, c'est extrêmement simple. Le coût il est dérisoire parce que toutes les briques technologiques sont déjà là.
Et donc, il suffit juste en fait d'avoir un peu de formation. Il suffit de faire un bootcamp en quelques mois. On a appris un peu à coder et on récupère en fait ce qui a déjà été créé par les autres. Et d'un seul coup, on a un prototype. C'est pas encore possible ça en fait dans le monde de la deep tech et de la science en général. Mais on est en train d'y parvenir. C'est un peu le but. Mais voilà, il y a encore du travail. Voilà, donc il y a encore toutes ces briques là en fait à mettre en place et ça va prendre encore un peu de temps, mais en tout cas on est en train d'y parvenir. Okay, je rebondis rapidement sur ce que vient de dire Thomas. Merci d'ailleurs. Ça touche aussi la question de remettre la science dans le débat citoyen, que la science soit réappropriée par le citoyen, les citoyens pour remettre en question et décider aussi qui et comment est financée la recherche aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, elle repose aujourd'hui sur une valorisation à critères principalement économiques. Et l'idée, comme l'a dit Thomas, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes de recherche qui sont expérimentées, de l'open science, de l'open innovation, de l'open data, etc. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut développer des méthodes de recherche reposant sur d'autres critères de valorisation, comme la prise en compte, par exemple, des enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, c'est l'idée aussi de toutes ces méthodes-là, de prouver que ces méthodes fonctionnent et peuvent fonctionner de manière participative, collaborative, etc. Et puis derrière, sur la vision long terme, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on intègre ça dans le système de recherche actuel pour pouvoir ancrer ça dans le long terme. Donc, c'est changer le système, c'est changer les lois, etc. Ok. Top. Mais, du coup, ça fait lien avec ma question suivante. Effectivement, il va falloir encore du temps pour structurer tout ça. Et est-ce que, du coup, on pourrait voir dans la crise actuelle du Covid-19 qui met en lumière notamment ces nouvelles communautés, ces nouvelles pratiques, est-ce que ça peut être Il y a beaucoup de discours aujourd'hui sur plus rien ne sera jamais comme avant et du coup, qui voient un espèce de potentiel de transformation dans cette crise de la société et des modèles, etc. Est-ce qu'on, d'après vous, est-ce qu'on peut penser que la crise actuelle peut être une opportunité justement pour accélérer le développement de ces pratiques, d'accélérer effectivement les différentes pratiques autour de l'open source? C'est clair. C'est le meilleur cas de figure, entre guillemets, en fait, que la science ouverte pourrait imaginer. C'est lorsque une crise qui ne concerne pas seulement un pays, mais la planète entière, et pousse justement à la réaction et on va dire, la transfiguration en fait, des processus habituels, et devoir en fait, juste se poser la question de OK, c'est pas en fait comment je dois le faire, c'est à la fin à quoi ça sert, et comment on obtient en fait un impact immédiat. Donc, ça oblige les gens en fait, à se poser de nouvelles questions qui ne se posaient plus probablement. Et ça, c'est extrêmement bénéfique. Je pense d'ailleurs que ça me rappelle, on a vécu la crise de 2008 qui a donné naissance à beaucoup d'organisations et je pense que Make Sense en fait partie, et la PAIAS également. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui sont nées en fait, peu de temps après cette crise où d'un seul coup en fait l'économie collaborative et puis en fait un nouvel esprit justement en fait beaucoup plus grassroots a pris naissance. Je pense que suite à cette crise, on va voir en fait à la fois la naissance de nouvelles initiatives, surtout l'installation en fait d'une nouvelle culture en fait, probablement du partage et de la collaboration. Et même c'est pas justement ça, c'est juste se poser la question en fait de chacun de nos actes. Moi, je prends souvent l'exemple j'habite à Paris. Et voilà, je fais du vélo maintenant depuis 1 an et demi. C'est mon unique moyen de transport. Et j'ai pu voir à quel point certains éléments ont eu un impact considérable sur l'usage du vélo pour les Parisiens. Et lorsqu'il y a eu les grèves massives à Paris en décembre, eh bien, ça a mis tout le monde au vélo. Mais lorsque les grèves se sont arrêtées, les gens ont continué à faire du vélo, même si c'est l'hiver. À un moment donné, en fait, il faut une grève qui vienne bousculer nos habitudes pour nous faire comprendre que je vais essayer ça. Et une fois qu'on a essayé, on s'est dit mais en fait c'est pas pire qu'avant, voire même en fait c'est plus intéressant. Et c'est juste que le coût de transformation en fait individuel, il est parfois trop élevé à passer en fait, et on dit non, j'ai pas envie de le faire, et pourquoi je le ferais. Et là d'un seul coup en fait on se retrouve en fait à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait auparavant, à tester des nouvelles pratiques et pourquoi pas les garder. Et on va le voir avec le télétravail. Je pense qu'aussi la manière dont on organise nos événements, le fait de se dire à chaque fois oui il faut que j'aille à Pékin ou à Singapour, voilà, c'est pour aller faire juste un événement à rencontrer les gens. Non, mais en fait, on peut faire ça en ligne. Donc ça, je pense que
la manière dont on a de travailler, évidemment, ça ne touche pas en fait tous les modes de travail. On va dire surtout en fait les pratiques intellectuelles vont être grandement touchées et affectées, et je pense bénéfiquement. Et la recherche en fait partie. Et je pense que pour moi, l'idée en fait de concentrer absolument tous les cerveaux dans un seul endroit physiquement, etc., fait de moins en moins de sens. Par exemple, je suis un grand critique moi du projet Paris-Saclay. Et je trouve que amener en fait tous les cerveaux en dehors en fait d'un centre culturel en fait qui est Paris, c'est juste en fait oublier à quel point en fait la science est influencée aussi par la vie de tous les jours. Et c'est couper justement les citoyens de la science, de la recherche. Et ça va exactement dans le sens inverse de ce qui se passe actuellement dans les autres grandes capitales du monde, où on vient remettre en fait la science au cœur en fait, des centres-villes pour créer ce mélange. Et donc je pense qu'au même titre qu'il y a des gens qui commencent à se dire bah, finalement je peux peut-être aller travailler, continuer à faire mon travail, mais sans rester dans une grande ville, je peux aller à la campagne, ça ne change rien, je fais du télétravail. Je pense que là aussi, en fait, l'idée de se dire, on n'a plus besoin de concentrer en fait les cerveaux. On peut, en fait, alors ça dépend, il faut parfois avoir accès à des laboratoires, ça dépend de l'étude de travaux, mais de se dire que on peut avoir potentiellement des plus petits laboratoires qui sont un peu plus distribués et qui du coup sont peut-être parfois plus en lien avec des problématiques territoriales. Et donc d'avoir en fait du coup une meilleure distribution presque en fait finalement d'un service public ici, qui est la recherche. Yes. Est-ce que Johan, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Bah, très rapidement, parce que Thomas a évoqué pas mal de points sur lesquels je suis aligné. Je dirais simplement que effectivement cette crise a montré que c'était possible d'avoir un niveau de collaboration à très haut niveau dans tous les sens et en télétravail dans des circonstances qu'on n'avait pas imaginées jusque-là. Donc là, tous les voyants sont bien pour qu'on puisse continuer et accélérer ce genre de recherche. Maintenant, il faut saisir l'occasion et que ce soit concrètement mis en place partout dans le monde, quoi. Donc faire parler de ces initiatives, les disséminer, etc. Yes. Alors, je vous propose qu'on passe il nous reste un peu moins de 20 minutes, donc je vous propose qu'on passe à la session de questions-réponses. Donc, on a déjà une première question de Marie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dès à présent dans le chat. Du coup, la question de Marine, je me demande comment s'organise un projet de recherche open science. Vous avez parlé de solutions de diagnostic ou R&D pharma. Comment développe-t-on ce type de solution en biologie, par exemple, qui nécessite des financements importants? C'est une très bonne question, Marine. La biologie, en fait, ne coûte pas si cher que ça. C'est souvent, en fait, un a priori. Pour vous donner l'exemple, en fait, aujourd'hui, il y a à peu près, je dirais, presque une dizaine, un peu moins d'une dizaine de projets de diagnostic sur Juggler. Et je vais en citer au moins 3. Il y a un projet qui est constitué en fait d'un consortium d'acteurs Marie, s'il te plaît. Excuse-moi, il y avait du bruit de fond, ça me dérangeait. En fait, à la base, ce qu'il faut, c'est poser la bonne question, regarder en fait quelles sont les technologies qu'on a à disposition. Le but, c'est pas de travailler sur les technologies qui sont disruptives, c'est-à-dire qui sont qu'on appelle cutting edge, parce que sinon, en fait, c'est uniquement accessible à quelques rares laboratoires. Donc, ce qu'il faut, c'est regarder avec les technologies, on va dire, classiques. Dans le cas du diagnostic, ça va être de l'amplification d'ADN type PCR ou équivalent. Ça, c'est des choses qu'on connaît, qu'on sait faire depuis quelques dizaines d'années maintenant. Ça ne vaut pas si cher que ça. Par contre, il faut juste faire de l'optimisation et d'adaptation. Donc, avoir d'ailleurs, en fait, finalement, juste les bonnes personnes avec les bonnes compétences qui sont réunies. Eh bien, on a des personnes qui se sont réunies, qui avaient envie de contribuer, qui elles-mêmes, en fait, avaient accès à des laboratoires, soit académiques, soit de start-up. Donc, par exemple, on a une start-up à New York qui s'appelle Anika Bio et qui est spécialisée, en fait, dans l'usage de l'ADN, en fait, pour faire du stockage d'informations. Et aussi des laboratoires collaboratifs, communautaires, type, par exemple, Biohackerspace, on a Aquarium, on a OpenCell, on a SoundBio, qui sont sur différents continents et qui, en fait, à la base, sont tous arrivés avec une idée
assez similaires, mais un peu différentes. Et finalement, l'esprit de Juggle a fait qu'ils ont commencé à collaborer ensemble, parce que le but, c'est pas juste de dire c'est mon projet le meilleur. Non, à la fin, l'idée, c'est on veut construire une technologie, un objet qui fasse sens, qui soit le meilleur possible et qui soit ouvert, qui, entre guillemets, appartienne à personne. En fait, ici. Donc, le but, c'est si on peut réunir les gens, tant mieux. Et donc, ils se sont réunis. Et aujourd'hui, en fait, sur un des projets, on a, c'est facilement une quinzaine de personnes qui collaborent. On a même une personne de la CDC, qui est l'autorité américaine justement sur les maladies infectieuses, qui fait partie du groupe. Hein. Et donc, ça nous donne la possibilité une fois que le prototype du test en fait a été réalisé, je crois que c'est bientôt le cas, elle va pouvoir être testée sur des échantillons humains au sein en fait du laboratoire du CDC pour le valider. Et ensuite, on a également des collaborations en Afrique, comme à Kumasi, au Ghana et à Yaoundé au Cameroun, qui vont pouvoir en fait du coup aussi implémenter ce type de test dans d'autres types de contextes. Donc en fait, on a des collaborations internationales qui permettent en fait d'aller adresser chaque point en fait du sujet, qui sont adressés en amont. On fait un peu la liste, chacun en fait se sépare un peu les tâches à réaliser. Les gens partagent en fait très régulièrement via la plateforme Juggle et sur où est-ce qu'ils en sont. Et il y a une synchronisation qui se fait assez automatiquement. Et à la fin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient accompagner autant qu'on peut sur quels sont leurs besoins. Donc, ils font des demandes de financement, c'est reviewé par la communauté de manière ouverte, et on vient valider en fait les projets et les financer directement. Et en fait, ça va assez vite, parce qu'à la fin, sur les tests de diagnostic, c'est des financements qui sont seulement de quelques milliers d'euros en termes de consommables et de matériaux, quand on n'a pas de machine à acheter. Je veux dire, qu'on a déjà en fait des machines à disposition. Et même parfois, les machines typiquement PCR, il y a des machines aujourd'hui qui sont très peu chères. Donc, pour vous donner aussi un exemple, donc on a un autre exemple, on a des projets qui sont sur différentes manières d'approcher le diagnostic, mais aussi on a un projet qui est juste sur comment créer une capsule pour capable en fait de récupérer le test diagnostique à l'intérieur, de façon à ce qu'on puisse l'envoyer directement aux citoyens et qu'ils puissent se tester sur place, sans machine PCR, parce qu'en fait c'est un test qui n'a pas besoin de ce type de machine. Et donc on est en train de mettre en place justement ces fameuses briques open source, qui fait que si ça fonctionne pour le Covid-19, en fait, ça pourra fonctionner sur pratiquement, j'ai envie de dire, toutes les autres maladies infectieuses et autres. Donc, jusqu'à présent, ça n'avait jamais été fait. Il n'y a pas vraiment, en fait, on va dire, d'approche open source en biotech à ce niveau-là, on va dire, sur les tests diagnostiques. Là, ce qu'on est en train de faire va pouvoir permettre, en fait, de mettre en place une fondation pour continuer ce travail-là après la crise du Covid-19 sur d'autres types de maladies. Et également, en fait, sur les autres technologies sur lesquelles les gens travaillent, comme les pousses seringues, par exemple, open source, ou les respirateurs. Top, merci beaucoup. Alors, il y a Ewen qui demande quel est le nom du projet exactement. Je crois que c'était le premier projet que tu as décrit. Alors, les noms de projets ne sont pas forcément faciles à retenir. Mais par exemple, vous avez un projet qui s'appelle Corona Detective, si je me souviens bien. Vous pouvez aller directement, je vais vous taper en fait l'adresse du site de Juggle. Ah mince, attendez, c'est pas la bonne. Je tape trop vite. Hop. Voilà. Si vous allez sur app.juggle.io, vous avez en fait, c'est ouvert, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire même en fait c'est comme sur Wikipédia pour consulter les informations. Pour regarder les projets. Si vous voulez interagir avec les projets ou rejoindre les projets, il faut vous créer un profil. Et là, on vous demande vos compétences, etc. Mais vous pouvez regarder un peu et vous abonner au projet pour suivre en fait les updates, les mises à jour. Top. Est-ce qu'on a d'autres questions sur Juggle ou sur les programmes The Future of ou sur les pratiques d'open science en général? En attendant peut-être que vous formuliez vos questions, on parlait justement effectivement de l'opportunité de la crise à justement s'en servir comme levier pour ancrer davantage ces pratiques. On pourrait du coup peut-être voir avec vous deux quel type de stratégie on peut mettre en œuvre au-delà de continuer déjà le travail que vous faites. Est-ce que il y a des stratégies un peu complémentaires qu'on peut mettre en place, du lobby politique, comment on fait aussi pour finalement diffuser, pour répliquer en fait les modèles. Est-ce qu'on pourrait imaginer, quel type de stratégie de dissémination
Si vous avez pensé à ça, est-ce qu'on pourrait mettre en place? Complètement. Donc, en effet, il y a un enjeu de mobilisation, de pouvoir expliquer que c'est possible en fait de participer. Trop souvent, en fait, disent mais attends, la recherche, la science, ça me concerne pas, c'est compliqué. En fait, pas du tout. C'est juste une question en fait de type d'action en fait à réaliser, de type de besoin. Et puis, il suffit pas en fait de réussir de premier coup. C'est comme si on se mettait à la pâtisserie du premier coup. On va forcément rater son gâteau. Voilà, il y a un effet d'entraînement. Il faut s'y mettre. Et on finit par y arriver en fait. Et on finit par être content de ce qu'on fait. Donc, ici, l'enjeu, c'est de donner en fait l'opportunité aux gens d'avoir cet effet d'entraînement. De dire, il ne faut pas forcément que je passe 8 ans dans les couloirs de l'académie pour pouvoir avoir un titre de docteur et enfin pouvoir faire la recherche. Non. Donc, il y a un enjeu, en effet, de communication, d'engagement. Il ne faut pas que ce soit… c'est quoi le mot? Ça ne faut pas que ça fasse peur, quoi. Et je crois jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché puisque l'engouement est réel. Parce que justement, on ne se présente pas comme un institut académique, à mon avis. Ça, c'est mon avis personnel. C'est qu'on a tout fait justement pour pas se dire on est la tour d'ivoire habituelle. On va surtout regarder vos diplômes et faire bien attention en fait, si vous avez bien publié. Non. On s'en fiche de tout ça. On s'en fiche de savoir en fait quel école vous avez fait, même si vous avez eu un diplôme ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi vos compétences réelles, c'est quoi votre expérience. Et derrière, il y a des tâches pour tout le monde. Vous pouvez contribuer. Et en effet, là, on voit en fait le cas de la crise du Covid-19, mais nous, par exemple, ça fait 1 an qu'on bosse là sur un grand programme qu'on va lancer cette année qui va être dédié à l'Afrique pour pouvoir permettre justement d'accompagner des communautés locales pour faire la science ouverte et participative et l'innovation open source. Là où c'est justement très important d'avoir des technologies qui sont facilement partageables, qui puissent adresser justement les différents objectifs de développement durable. Il y a un enjeu en effet comment on mobilise ce type de communauté et pour ça en fait il y a un enjeu de s'adapter aussi au contexte culturel local. Donc on travaille surtout en fait avec des hubs locaux qui connaissent en fait les problématiques locales parce que ça sert à rien que nous on pense à une problématique, dire ouais on va travailler là-dessus. Non, c'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est de faciliter, d'écouter en fait de quoi les gens, en fait, les communautés ont besoin, et ensuite de mettre en place les outils et l'accompagnement nécessaire en fait avec nos partenaires pour que ça puisse se faire. Et donc on crée vraiment cette interface entre les gens qui sont sur le terrain, qui font les choses, qui ont des demandes, etc. Et on vient justement, je vois une question de comment on fait pour avoir une revue par les pairs. En effet, c'est-à-dire qu'on a mis en place un système de peer reviewing en fait des résultats. Donc n'importe qui peut venir proposer des résultats ou une méthode en fait à être reviewée par les experts de la communauté. C'est ce qu'on fait justement pour la sélection des micro-grants. Pour être sélectionné et être autorisé d'obtenir un micro-grant chez Juggle, il faut être reviewé par la communauté. Et la revue se fait de manière transparente, c'est-à-dire que les gens déposent en fait leur application, leur candidature sur la plateforme et tout le monde peut le lire. Et à côté de ça, évidemment, on a toutes les institutions, les organisations qui peuvent être des institutions publiques. D'ailleurs, on a fait un partenariat avec l'AFD dans ce programme de l'Afrique. On a des institutions privées, des fondations comme le Fonds AXA pour la recherche ou la Fondation Vinci. Et puis les entreprises, on a fait un programme précédemment autour de la vaccination avec Sanofi qui du coup, passe par nous pour pouvoir permettre en fait de voir eux ce qu'ils ne seraient pas capables de mettre en place, c'est-à-dire créer en fait un engagement communautaire et créer des projets open en fait aussi facilement. Et pourtant, qui viennent répondre en fait à un enjeu qui eux les intéressait à la base, c'est justement de voir se développer un set d'outils de connaissances qui va pouvoir ensuite alimenter un écosystème général. Top. Et du côté Futura, pour la dissémination, très rapidement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a formalisé tous les programmes de Futura et toute la méthodo dans un manuel qui résume chacune des étapes avec les bonnes pratiques et quel est le déroulé, et les pièges à éviter, etc., quels outils on utilise. Et en fait, on est dans une stratégie de dissémination où on va chercher des ambassadeurs à former pour leur donner toute la méthodologie, leur donner ce manuel, leur donner tous les outils, et ensuite les accompagner dans la réalisation pour qu'eux-mêmes puissent lancer leurs propres programmes de Futura sur leurs problématiques locales
Et comme le disait Thomas très justement, on regarde à chaque fois comment est-ce qu'on adapte le programme aux spécificités locales, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, etc. Donc voilà, du côté Socience sur la dissémination, on essaie de le partager, de diffuser cette méthodologie de cette sorte-là. Top. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on termine la session? Tac. Alors peut-être s'il y a une dernière, enfin avant qu'une question, peut-être une dernière question apparaisse, je vous mentionne juste Léa qui vient de mettre le lien sur le chat, effectivement. Voilà, si vous avez un petit peu de temps pour donner votre feedback sur la session, ce que vous en avez pensé, sur s'il y a des éléments que vous auriez aimé qu'on développe un petit peu plus, ça peut nous donner aussi des idées de contenu qui pourraient voilà, répondre à vos attentes par la suite. N'hésitez pas à y aller. Alors, hop. Alors, une question de Marine. Est-ce que vous auriez des exemples de projets tournés environnement appliqués au territoire français? Des exemples de projets open science, j'imagine. Alors, des exemples de sciences participatives environnementales, il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est souvent même la majorité. C'est un peu d'où vient un peu cet esprit de la science participative, par exemple d'observation de la biodiversité. Il y a pas mal de programmes du Muséum, par exemple, qui sont faits dans cette direction, le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il y a ce sont des programmes qui sont importants parce que ce sont des actions en fait qui nécessitent en fait de multiples opérations d'observation en fait en parallèle. Et les chercheurs ne seraient absolument pas assez nombreux en fait pour réaliser ce type de travail. Et donc c'est assez naturellement en fait que la science citoyenne en fait s'est orientée vers ce type de pratique d'observation, d'utilisation en fait de compétences, on va dire naturelles de l'homme en fait, d'observation, d'analyse en fait spatiale par exemple, avec des jeux aussi comme Foldit pour répondre à des enjeux scientifiques. Il y a un autre enjeu, c'est comment on permet en fait de développer des technologies, par exemple, qui permettraient justement de mettre à l'échelle ce type de pratique d'observation. Donc, par exemple, on a des initiatives comme Astrolabe Expédition qui vont travailler sur des petits kits en fait d'analyse de l'eau, par exemple, de l'eau marine pour salinité, turbidité, pH, ce type de choses, voire même en fait la possibilité de faire des analyses planctoniques que les plaisanciers peuvent installer sur leur bateau et ainsi en fait avoir une vision un peu plus distribuée de l'information présente en fait dans les océans. Et ça c'est très important parce que ça apportera toujours plus de résultats que d'avoir juste une machine très sophistiquée qui a un seul point dans l'espace. Donc ici, la multitude est en fait un bien fondamental. Donc, mais encore une fois, on fait face en fait à des technologies, à des méthodes qui seraient pas possibles en fait de développer dans un cadre de start-up ou d'entreprise, parce que le modèle économique est tout sauf clair derrière, et qui seraient probablement difficile à justifier en fait dans la plupart des cas dans le monde académique, parce que les sciences citoyennes en fait sont pas très très bien accompagnées en fait par les agences nationales de recherche, parce que justement en fait sont vues de manière trop restrictive sur certains types de pratiques. Pour moi, je crois qu'il y a un enjeu de dire que moi, si un but dans lequel j'aimerais aller, c'est de dire à un moment donné, on aura des communautés de contributeurs sur Juggle qui sont à un tel niveau que on pourrait en fait imaginer récupérer directement, en fait, et c'est ce qu'on fait déjà en fait, quand je le vois avec le Fonds Accès pour la recherche, des financements de recherche qu'on viendrait distribuer en fait, non pas à seulement quelques chercheurs particuliers, mais en fait peut-être plus une multitude pour leur permettre de travailler sur des sujets qui n'auraient pas été financés autrement. Et je le vois, la plupart des projets qu'on finance avec Juggle sont des projets qui n'auraient jamais reçu en fait, un soutien institutionnel. Alors pour terminer, on va prendre les deux questions. Alors la question de Mitty
Pour approfondir le sujet, si on a des ressources, on va vous envoyer un mail récap d'ici quelques jours avec l'accès à l'enregistrement et puis on vous mettra effectivement quelques références pour creuser le sujet. Et on peut terminer sur la question de Lou qui se pose une question autour en fait, de l'image de la science ouverte par les autres chercheurs qui sont effectivement dans des pratiques plutôt classiques et pas dans ce type de pratique. Quelle stratégie on pourrait mettre en place pour effectivement changer cette image de la science ouverte vue parfois comme pas sérieuse parce que ça inclut des non-scientifiques et elle nous fait part effectivement de son expérience dans son université où l'idée était de mettre en place un peu ces pratiques de sciences ouvertes et ça n'a pas été forcément reçu de façon très positive par des chercheurs qui font de la recherche un petit peu plus classique. Est-ce que vous auriez quelques éléments pour clôturer la session sur cette idée Je trouve ça assez Alors, normal. nous, ce qu'on fait… Vas-y. Ok, merci Thomas. Nous, ce qu'on fait dans les programmes de FutureHop, du coup, pour éviter cet aspect-là, c'est la manière dont est construite la problématique scientifique est vraiment l'axe qu'on va prendre et qu'on va dresser tout au long d'un programme. Cette problématique-là est construite avec, de fait, des scientifiques pour les embarquer dès le début et construire vraiment quelque chose de crédible d'un point de vue et qui fait sens, surtout, d'un point de vue scientifique. Et de cette manière-là, vu que ça conditionne tout le reste du programme, on n'a pas ce genre de situation qui peut effectivement être problématique. En fait, je pense que faut voir, finalement, les chercheurs ont un programme en tête. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils voient, ce sont leurs objectifs en fait en tant que finalement aussi personnes qui ont une carrière, et qui doivent répondre en fait à des enjeux institutionnels et puis aussi de réputation qui sont définis en fait par des critères qui sont eux-mêmes définis en fait par les agences de notation en fait, et de financement de la recherche. Et donc si on se met à leur place, c'est assez normal en fait de voir ça de cette œil-là. Je pense que des manières en fait les plus efficaces, c'est justement de faire des preuves de concept extérieures, de ne pas attendre en fait que les chercheurs en fait changent d'avis. De toute façon, ils sont trop concentrés sur leur propre sujet. C'est pas une règle générale. Il y a de très nombreuses exceptions de chercheurs qui font de la science ouverte et des sciences participatives, qui sont ouverts à ce type de pratique, surtout dans la jeune génération. Et je pense que il ne faut pas aussi voir en fait science ouverte comme étant juste je fais de la science avec des amateurs. Science ouverte, c'est avant tout en fait le partage en fait des informations, y compris entre chercheurs, de façon à ce que ça puisse être lu en fait par l'ensemble des citoyens. C'est aussi la possibilité de faire rentrer des non-chercheurs dans un travail, dans des travaux. Et par non-chercheur, c'est pas forcément dire en fait quelqu'un qui serait pas formé en fait à une pratique scientifique ou d'ingénierie par exemple. Il y a très nombreuses personnes qui ont en fait ce type de bagage intellectuel et qui sont pourtant en fait qui sont pas utilisés. Et donc je pense qu'il y a une manière parce que finalement, surtout il y a un besoin de preuve de concept et de ne pas limiter en fait la science ouverte, la science citoyenne justement à l'approche qu'on lui donne aujourd'hui, qui est je vais créer un jeu en fait pour que les citoyens entre guillemets s'amusent et fassent de la science. Et peut-être que ça va m'aider. Il faut dépasser en fait ce concept-là. Et il y a de montrer en fait qu'il y a de la science participative qui est de la recherche participative qui peut être de même niveau en fait que niveau académique. Pour moi, c'est ce qui se passe sur Juggle, par exemple. Tous les projets ne sont pas au même niveau, mais clairement, il y a des projets qui sont, je pense qu'ils ne feraient absolument pas de tâche, au contraire, dans un cadre académique. Et ils n'ont pas été créés en fait par des personnes qui sont forcément eux-mêmes des chercheurs. Il y a des chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs dans la communauté aussi Juggle, mais comme je disais, la plupart de ces projets en fait naissent de contacts entre eux. Et on a beaucoup par exemple de personnes qui sont des ingénieurs ou autres qui travaillent dans des entreprises, on a des développeurs, on a des freelances, on a des communicants. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on n'a pas juste des scientifiques et des ingénieurs. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont des non-scientifiques et qui viennent contribuer parce qu'ils aident en fait à la coordination, à l'animation de la communauté
et ils ont différentes formes d'expertise. Et ça, c'est très, très précieux. C'est au même titre qu'on a besoin, en fait, aussi de personnes non scientifiques pour pouvoir gérer une université. Là, pour gérer, en fait, une telle communauté géante et de tels programmes, on a besoin aussi, en fait, de ce type d'acteurs. C'est essentiel. Top, super. Mais je crois qu'on peut clore la session sur ces belles paroles et ces belles perspectives. Donc, comme je vous l'avais indiqué, on va effectivement vous envoyer un mail récap avec les liens pour réécouter la session et puis des références si vous souhaitez creuser le sujet. Un grand merci à Thomas et Johan pour votre participation et pour nous avoir éclairé sur le sujet. Merci également à tous les participants pour votre écoute et vos questions. Et on vous donne rendez-vous. On vous enverra également la date pour le prochain et dernier épisode de la série Science versus Covid-19, qui portera plutôt sur le système de la recherche scientifique, je dirais, assez traditionnel. Et effectivement, on voit qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'appels à projets un petit peu flash et de voir un petit peu finalement si le système académique, en fait, le système de la recherche actuelle est suffisamment adapté pour répondre dans l'urgence à ce type de crise. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée à vous tous et à bientôt sur la Make Sense TV. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir.